Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission Quelqu'un m'a dit en partenariat avec diversité.be et Maghreb TV. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une grande dame. Bonjour, Djamila Benhabib, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Bien, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes activiste, vous êtes écrivain, vous êtes en fait une femme qui avait beaucoup voyagé, qui avait vécu dans différents pays, au Canada notamment. Vous êtes aujourd'hui en Belgique parce que vous êtes aussi depuis quelque temps chargée de mission au collectif, au Centre d'action laïque, pardon. Alors, Djamila, vous êtes quand même une personnalité assez particulière puisque vous êtes née en Ukraine, vous êtes, votre papa est d'origine algérienne, votre maman est, je crois, d'origine grecque, chypriote, et vous êtes depuis maintenant quelques années aussi auteur, vous avez publié pas mal d'ouvrages. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours et de vos premières années en Algérie. En fait, je suis arrivée en Algérie en 1975 avec mes parents qui étaient à l'époque professeurs d'université, donc mon père en physique et ma mère en mathématiques. J'ai grandi dans un quartier populaire à Oran et je fréquentais une école, ce qu'il y a de plus ordinaire. Je m'amusais donc avec les gamins de tous les horizons et très jeune. J'ai aussi réalisé que la condition des femmes et des petites filles était différente de celle des hommes. Donc que les hommes dans ma société avaient des privilèges. Et j'avais envie de changer les choses, j'avais envie de grandir très vite. Surtout que c'était les années de plomb, enfin les années en tout cas de guerre civile hein, en Algérie. Non, là on n'était pas en tout cas... Les années 80 Oui, là, c'était encore dans les années 80, c'était les années vraiment de mon enfance et donc on n'était pas encore... véritablement dans l'islam politique et dans cette violence. On ne le sentait pas déjà, les prémices n'étaient pas encore tout à fait là? Non, pas du tout. Ou bien peut-être que j'étais très naïve et donc que je ne captais pas en fait les différentes tensions qui existaient déjà dans ma société. Bon, moi, je regardais avec les yeux d'un enfant, mais dans les années 90, effectivement, là, la donne a changé et on a vécu donc une montée fulgurante de la violence. On a assassiné des gens pour leurs idées, où le Front islamique du salut rêvait de faire de l'Algérie un État théocratique. Quel était votre premier choc? Est-ce que c'était la mort de Tarek Jaoud? Est-ce que c'était quel a été le moment où, enfin, bien sûr, il y a eu les élections qui ont été interrompues et évidemment à ce moment-là, les choses ont vraiment basculé pour ce pays. Mais dans votre cœur, dans votre tête, quel a été le moment qui a vraiment fait, qui a joué du basculement à ce moment-là? En fait, dès le début, je dois dire, le fils a été normalisé en 1989 et donc très tôt il a pris le pouvoir dans les municipalités. Donc Oran était devenue une ville gérée par le fils et dès lors ils ont fermé le conservatoire, le conservatoire donc de musique et toutes les salles de danse. Ils ont fermé les salles de spectacle, le théâtre, les cinémas. Donc tous ces gestes-là extrêmement violents à l'endroit du monde culturel et artistique, mais aussi à l'endroit des femmes, je les ai subis. En fait, on les a vécus dans la plus grande des violences. Donc très tôt, en fait, le fils déjà instaurait en quelque sorte sa loi, et sa loi était impitoyable à l'égard de tout le monde culturel, artistique, intellectuel, et les femmes étaient aussi ciblées parce qu'elles étaient des femmes. Exactement. Alors je vous parlais de Tarek Jaoud parce que c'est le premier écrivain qui a été assassiné en Algérie, donc au bas de son immeuble. Oui. Alors, le 26 mai de l'année 93. Exactement, oui. Exactement, 93, mais je ne me souvenais pas du jour exact. Alors je pense qu'un an ou deux plus tard, vos parents décident de partir, de rejoindre le Canada. Ça se passe comme ça? Oui, en fait, mes parents ont décidé de partir en 1994. On a quitté par petits bouts. D'abord mon père qui pensait en fait quitter pour un stage, un simple stage scientifique, donc un mois qui s'est éternisé
Donc, et par la force des choses, en fait, il a pensé donc à nous faire venir en France. Donc d'abord mon père et ensuite ma mère. Ils sont tous les deux des intellectuels aussi. Oui, en fait, qui étaient à l'époque donc professeurs d'université. Après, donc on a rejoint mon frère et moi donc à l'été 94. Et donc on a quitté après une condamnation du FIDA, donc qui est le Front islamique du djihad armé, parce que dans cette Algérie des années 90, il y avait une pléthore de milices paramilitaires et chacune était spécialisée dans l'assassinat d'une frange particulière de la société, et donc les intellectuels en fait étaient ciblés par le FIDA. Est-ce qu'on peut dire que votre période donc au Canada, au Québec, vous êtes allé au Québec ou à Montréal? Oui, en fait, mes parents ont quitté pour la France. Hein, donc d'abord on s'est établi d'abord en France, et après moi je suis partie pour le Québec, mais en 1997, mais sans ma famille. À ce moment-là, j'étais seule, et en fait j'étais une jeune adulte qui voulait finalement commencer sa vie à travers des choix. Et donc il me fallait choisir un pays. Et j'ai choisi ce pays parce que pour ma part, c'était loin de la France et c'était loin de l'Algérie, donc ça tombait très bien. C'était un pays donc ouvert à l'immigration et c'était un pays francophone où les femmes aussi étaient bien considérées. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée donc au Québec, que je ne connaissais pas du tout. La seule chose que je connaissais, c'était une chanson de Rock Voisine, Les yeux d'Hélène, que mon amoureux chantait sur les plages d'Oran. Et bon, par la suite, j'ai appris que finalement, Rock Voisine n'était pas québécois, mais qu'il était acadien. Mais bon, voilà, je m'en suis remise. Et quand vous êtes arrivée donc là-bas, vous avez commencé une vie canadienne, pour oserais-je dire. L'activiste Jamila Belhabib, comment elle est née à ce moment-là? En fait, quand je suis arrivée au Québec, j'ai d'abord revendiqué le statut de réfugié politique que j'ai obtenu 3 mois plus tard, et j'ai poursuivi ma vie de scientifique, parce qu'à la base, je suis scientifique. Donc j'ai poursuivi mes études en sciences physiques, j'ai été acceptée à l'INRS Énergie et Matériaux, j'ai reçu une bourse pour l'excellence de mon dossier académique, et donc tout allait bien, je veux dire, j'étais pas une activiste, je ne cherchais pas à l'être, à le devenir, je cherchais plutôt à comprendre le pays dans lequel je me trouvais, le pays qui m'a accueillie dans des conditions difficiles. Et j'explorais en fait les grands espaces de ce pays. Donc à peine nous avions un week-end de libre qu'on louait une voiture, et puis on allait ici et là pour essayer de découvrir en fait cette nature luxuriante. Donc en fait les premières années étaient plutôt dédiées à l'intégration, à mon parcours académique, à essayer finalement de défricher un peu le terrain et de me reconstruire. Reconstruire de mes nombreux traumatismes. Et en réalité, ce n'est qu'en 1999, lorsqu'il y a eu donc, une affaire d'attentat d'un Algérien qui ciblait donc, une ville américaine, que là, je me suis finalement réveillée un matin en disant, mais finalement... Ça me poursuit ici. Oui, ça me poursuit ici. Et ce qui m'a véritablement propulsée disons, dans l'activisme, d'abord à travers le journalisme, c'est plutôt les attentats du 11 septembre de l'année 2001, où là j'ai quitté le monde de la physique et j'ai repris des études en sciences politiques et en droit international pour avoir des outils pour comprendre un peu le monde dans lequel je vivais, pour savoir l'appréhender. Alors, vous avez un parcours passionnant, on pourrait évidemment passer des heures à vous écouter, nous raconter comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui, mais on va aussi parler de votre mission aujourd'hui, votre travail de chargé de mission au Centre d'Action Laïque. Donc vous êtes en Belgique depuis 2 ans, je pense. Alors, comment s'est passé votre premier contact avec ce centre ? Écoutez, la Belgique, c'était déjà un pays que je connaissais depuis à peu près... 2000, les années 2009,
plus particulièrement où là j'ai publié mon premier livre, donc Ma vie à contre-courant. Et évidemment, quand on s'intéresse à l'islam politique, la Belgique est un pays fascinant, pour ce qu'il produit de meilleur comme ce qu'il produit de pire, évidemment. Et 2009, en fait, correspondait aussi à l'élection de la première députée voilée dans un parlement occidental, donc Maïnour Ozdemir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à ce qui se passe dans votre pays. Et je suis venue donc présenter ma vie à contre-courant. Et c'est là où j'ai connu différentes personnalités, où j'ai saisi des réalités, où j'ai rencontré aussi des gens extrêmement inquiets et préoccupés par cette montée de l'islam politique dans une Belgique où l'on parlait encore très peu de ces choses-là. Alors, justement, quelle est votre action aujourd'hui? Que mettez-vous en place dans le cadre de votre nouvelle fonction? Alors le Centre d'action laïque m'a engagée donc en 2019 pour essayer de réfléchir et surtout poser des actions concernant les laïcs musulmans, parce que c'est une frange qui est totalement oubliée, délaissée. Et donc finalement ma mission principale, c'est de pouvoir fédérer toutes ces énergies et de proposer des actions concrètes. Mais je dois dire que dès mon arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait un enjeu autour de la libéralisation de la parole. Donc la parole était plus ou moins cadenassée, elle l'est d'ailleurs toujours. Concernant certains sujets, il y a toujours énormément de tabous, de difficultés à en parler. Et donc, disons, le premier enjeu, c'est véritablement d'essayer de pousser, d'encourager des gens à assumer donc, une parole publique, à dire... lourde tâche. Oui, tout à fait, à dire comment est-ce qu'ils appréhendent leur vécu, ce qu'ils attendent aussi des politiques, comment est-ce qu'ils se situent par rapport aux grands enjeux et aux grands débats donc, de société qui touchent la Belgique. Donc j'ai été servie parce qu'il y a eu quand même de grands débats sur la neutralité qui continuent. Il y a eu aussi des débats sur le racisme systémique. Donc on y a aussi participé comme collectif, que j'ai mis en place avec une dizaine d'autres membres de notre collectif. Jamila Belhabib, parlez-nous un peu du collectif Laïcité et Allah. De qui est composé ce collectif? Alors, il est composé de personnes appartenant à différents horizons professionnels et associatifs. Ce sont des gens qui appartiennent à la société civile de façon générale, soucieux de faire société dans un pays qui est de plus en plus fracturé par le communautarisme ethnique et religieux. Donc, de plus en plus, vous pensez réellement? Ah oui, nous, on est arrivé au constat que s'il y a une menace aujourd'hui à la société, c'est véritablement le communautarisme ethnique et religieux. Donc on le vous, sent, en tant que justement chargé de mission auprès du Centre d'action laïque, vous sentez que ce problème sociétal s'installe et prend de l'ampleur? Oui, tout à fait. En fait, il ne faut pas être devin, je dois dire, pour le sentir. On n'a qu'à se promener dans des quartiers de notre ville pour comprendre qu'il y a des façons de vivre différentes qui régulent les quartiers. Et donc, ça participe aussi à fracturer donc, Bruxelles de façon particulière et de façon manifeste et soutenue. Donc nous, les membres de notre collectif, donc on a évidemment cet héritage commun, mais nous avons surtout un horizon commun. Donc notre horizon, c'est la citoyenneté, c'est la laïcité, parce que finalement, nous n'avons pas choisi nos origines. Par ailleurs, les choix que nous faisons dans la société, ce sont des choix auxquels on a réfléchi. Et c'est ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, au-delà de nos particularismes et au-delà de nos appartenances. Donc il y a au sein du collectif des gens qui appartiennent, donc, qui sont des locuteurs berbérophones, arabophones, persophones, iranophones. Aussi, on s'est ouvert à l'Afrique donc subsaharienne.
Voilà, donc en fait, on échange sur nos vies familiales, professionnelles, sur nos quartiers, nos vécus, nos familles, nos enfants. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il y a certainement un communautarisme ethnique et religieux. Comment vous l'expliquez, Djamila, ce communautarisme aujourd'hui? Est-ce qu'il est le fruit de forces extérieures à la Belgique ou peut-être même de l'intérieur même du pays? Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est en fait des paramètres qui viennent se superposer. D'abord, il y a une volonté d'instrumentaliser un électorat musulman. On le sait très bien, la moitié de l'électorat du PS à Bruxelles est un électorat musulman. Donc ça donne clairement une politique avec le temps, ça a donné clairement une politique communautariste. Donc malheureusement, les politiques en fait ont aussi fabriqué un profil de musulmans, laissant pour compte en fait les musulmans qui se réclament, qui se revendiquent bien de la citoyenneté et de la laïcité. Mais il y a aussi évidemment une responsabilité de la part de l'État belge. C'est lui tout de même qui a fait entrer l'Arabie Saoudite dans la cour en lui offrant la gestion du culte musulman, ne serait-ce qu'au début des années 70. Et donc je pense que tout ceci a créé, si vous voulez, une dérive communautariste qui a été aussi nourrie par l'intrusion, évidemment, de la Turquie, qui est aujourd'hui le tête de pont des frères musulmans dans le monde. Votre explication, votre réponse m'amène à évoquer avec vous votre dernier ouvrage, Islamophobie, mon œil. Et le titre explique exactement, en fait, relève ce que vous venez de nous dire. Alors, quel est le... D'abord, que se cache derrière ce titre, en fait? Bon, d'abord, il y a un désir, en fait, d'apporter quand même un peu d'ironie et de distanciation et de dire que finalement, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, que le communautarisme n'est pas une fatalité. Et que l'islamophobie, c'est davantage une posture pour essayer de mettre à dos les personnes qui se soucient du vivre ensemble, qui se soucient de faire société, pour les éliminer du débat, en fait. À chaque fois qu'il est question d'apporter une posture laïque, eh bien, on la catalogue de déviante, on la catalogue de façon... Est-ce que vous voulez dire par là aussi que finalement, à chaque prise de parole qui évoque l'islam ou les musulmans ou même le Coran, peut être à chaque fois perçue comme de l'islamophobie par ceux qui ne veulent pas entendre ces réflexions-là? Est-ce que ce n'est pas un peu sur cela aussi que vous positionnez votre ouvrage? Oui, bien sûr. En fait, ce que je dis, c'est que le terme islamophobie, en fait, il est là, il est dans le débat public depuis peut-être maintenant d'une façon, disons, soutenue depuis une vingtaine d'années. Eh bien, il faut en parler. Je veux dire, il ne faut pas esquiver le débat. On sait à quel point ce pays, je veux dire, fait tout pour ne pas parler des problématiques en fait difficiles. Et en fait, on a inventé une stratégie du contournement. Et donc, moi, je dis que bon, puisque c'est là dans le débat public, alors il faut s'en saisir, il faut en parler, il faut bien en parler, évidemment, il faut en parler d'une façon intelligente. Et ce que je dis, c'est que l'islamisme, finalement, est une forme d'arnaque, puisque ceux qu'on qualifie d'islamophobes, ce sont en général des personnes qui simplement veulent vivre avec leur temps et ne veulent pas se revendiquer dans une posture victimaire ou communautariste. Et donc, il est temps de parler de tous ces sujets. Évidemment, le titre est un peu ironique parce que je dois dire qu'il faut aussi un peu d'ironie dans cette époque qui est
qui est lourde, parce que bon, c'est pas des sujets faciles. Alors, donc, je rappelle le titre de votre livre, hein, Islamophobie, mon œil, la laïcité rempart contre l'islam politique. Donc, c'est chez Kennes Éditions, hein, donc c'est un éditeur de chez nous, un éditeur belge. Alors, ma dernière question, Djemila, si vous voulez bien, c'est en tant que témoin de votre temps, vous êtes actrice de la société, une actrice active. Comment voyez-vous la société que vous laisserez à votre fille plus tard? Comment la rêvez-vous plutôt? Comment je la rêve? Évidemment, je la rêve apaisée, sereine. Alors évidemment, est-ce que le rêve va se réaliser? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que moi, je fais tout pour qu'il se réalise. C'est pour ça, en fait, que je consacre mes journées, mes nuits, mes week-ends, en fait une grande partie de mon temps à éveiller les consciences, à essayer d'encourager les gens à prendre la parole, parce que ça me paraît aussi essentiel qu'on entende des paroles qui jusque-là sont tues dans le débat public. Voilà ma responsabilité à l'égard de moi-même, à l'égard aussi de tous mes compagnons qui sont partis, qui sont plus là aujourd'hui, qui n'ont plus aujourd'hui ce privilège que j'ai de vivre, parce qu'il y en a d'autres qui ont été assassinés. Donc ça aussi, ça fait partie de ma vie et de mon vécu. Et évidemment, la transmission, transmettre des valeurs, donner le goût, le désir de partager, de se battre, d'échanger, de se mélanger, et puis pourquoi pas de poursuivre en fait le combat pour les Lumières, parce que je considère qu'il est toujours d'actualité ce combat-là. Merci Djemila, on voudrait vraiment passer plus de temps avec vous parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, mais on termine notre émission. Merci en tout cas à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous Djemila Belhabib, et je rappelle donc le titre de votre livre que je conseille à tout le monde, c'est Islamophobie, mon œil, aux éditions Kennes. Merci Djemila, à bientôt. Merci. Au revoir.